Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les sujets de la formation, l'enseignement, l'approche par compétences et de l'évaluation. À travers ces thématiques, en les analysant entre elles, nous allons voir comment améliorer l'accompagnement des élèves. Cette vidéo sera divisée en 4 parties. Nous commencerons par la formation, puis nous passerons à l'enseignement, puis aux compétences, et nous finirons par l'évaluation. Donc, dans un premier temps, la formation. Voici une brève définition de la formation donnée par le site demos.fr. C'est l'action d'un formateur s'exerçant sur une ou plusieurs personnes en vue de l'adapter techniquement, physiquement et psychologiquement à leur future fonction. Mais bien former un élève, ça implique surtout de bien l'accompagner. L'accompagner, c'est se donner à quelqu'un pour lui apporter quelque chose en plus. Et la clé de l'accompagnement, c'est la personnalisation. On va faire varier le temps, par exemple, le temps qu'on va passer avec chaque individu, la difficulté du cours selon le niveau de la classe et l'aide qu'on va apporter à chacun. Il est important de s'adapter aux caractéristiques de chaque apprenant. Le but est que chaque élève puisse atteindre le maximum de son potentiel. Pour arriver à cet objectif, il faut que l'élève puisse développer sa méthode de travail pour être efficace en autonomie et dans le cadre du travail en classe et de groupe. Le professeur doit donc répondre aux besoins de chaque élève de manière personnalisée. Pour bien accompagner un élève, il faut appliquer une équité pédagogique. L'équité pédagogique. Nous avons par exemple ces deux personnages qui arrivent dans un cours avec un savoir qui n'est pas égal, qui est représenté donc par les deux barres rouges. On peut voir que la fille possède légèrement plus de savoir que le garçon. Et bien dans ce cours, ils apprendront la même quantité de savoir, ce qui fera qu'ils auront la même différence de savoir à l'entrée et à la sortie du cours. Pour continuer, il est important, afin de bien accompagner un élève et donc de donner une bonne formation, de mettre en place un cadre de travail le moins restrictif possible où chaque élève puisse travailler à sa manière en fonction de ses acquis et de ses besoins, en gardant en objectif les compétences visées par les référentiels. Pour cela, il est important que l'élève puisse travailler en autonomie, que ce soit de manière individuelle ou en groupe, selon sa méthode. Il faut tout de même respecter un plan de travail pour ne pas sortir du cadre. C'est là que le professeur intervient en lui fournissant des ressources adaptées et en le guidant. On peut citer comme exemple de levier l'approche par compétences, pédagogie de groupe, l'évaluation formative, pédagogie de projet, ou encore la pédagogie différenciée. À présent, passons à l'enseignement. L'enseignement est une pratique visant à développer les connaissances d'un élève par le biais de communication verbale et écrite. C'est une définition qui nous est donnée par le site technosciences.net. À propos de l'enseignement, il est intéressant d'étudier le postulat de M. Robert Burns. Selon lui, il n'y a pas deux apprenants qui progressent à la même vitesse, qui soient prêts à apprendre en même temps, qui utilisent les mêmes techniques d'étude, qui résolvent les problèmes exactement de la même manière, qui possèdent le même répertoire de comportement, qui possèdent le même profil d'intérêt, qui sont motivés pour atteindre le même but. C'est intéressant car ça montre que chaque élève a besoin de leviers différents pour assimiler les compétences dont il a besoin. On trouve 3 niveaux d'enseignement. Il y a le niveau 1 qui est la flexibilité. On va montrer une certaine souplesse sur les modes d'enseignement et avoir plusieurs options selon le rythme de la classe et des élèves. Alors, le niveau 2 qui est l'adaptation, on va aménager des situations de cours et faire varier les aides apportées aux élèves. Et il y a le niveau 3, le niveau optimal, qui est la modification, où là on va carrément modifier, par exemple avec des changements des situations de cours, des modifications des critères d'évaluation et de la difficulté. Si on voit que la classe n'est pas au niveau attendu, on va baisser le niveau attendu, même au niveau des évaluations. Pour étudier l'enseignement, on peut également étudier la zone proximale de développement. La zone proximale de développement, qu'est-ce que c'est ? Dans un premier temps, nous avons la zone de confort, qui est la zone où un élève ne va pas faire de progrès. Par exemple, c'est comme si un élève de lycée, on ne va pas lui apprendre 2 plus 2, ça sert à rien, il le sait déjà. Ensuite, nous avons la zone de progrès, qui est la zone idéale, qu'on appelle aussi zone proximale de développement, qui est la zone où l'élève va progresser,
Et ensuite, nous avons la zone de risque, où là, on va demander des choses beaucoup trop difficiles à des élèves. C'est comme, par exemple, demander de résoudre une équation du second degré à un élève de CP. Ça n'a aucun sens et ça n'aboutira à rien. Donc, pour bien progresser, un élève doit travailler dans la zone de progrès, autrement appelée zone proximale de développement. Ensuite, il y a les clés de l'enseignement. Il est important d'avoir des objectifs clairs au début d'un cours, savoir qu'est-ce qu'il faut atteindre. Faire preuve d'une bonne gestion de temps, faire varier les modes de regroupement en autonomie ou en groupe, modifier le niveau d'aide selon chaque individu, faire varier les modes d'enseignement, TD, leçons, travaux pratiques, et avoir un suivi individuel. Pour la partie compétences. La compétence est le potentiel d'action d'une personne, l'accomplissement de tâches complexes, résolution de problèmes, prise de décision, réalisation de projets, en mobilisant les ressources appropriées, savoir disciplinaire et stratégie dans différentes situations. Ils sont trouvés sur le site discas.ca. Une compétence mobilise diverses ressources, savoir, capacité, attitude, valeur. Cependant, maîtriser plusieurs ressources ne suffit pas à acquérir une compétence, il faut savoir les mobiliser ensemble. On peut par exemple parler de situations qui exigent de la rapidité, du stress, absence de données. Maîtriser un ensemble de ressources c'est bien, les appliquer à une situation complexe d'un palier supérieur. Le schéma suivant nous montre qu'une compétence peut être un savoir, savoir-être ou un savoir-faire, dans un contexte donné comme par exemple une situation de stress. Pour apprendre les compétences, il y a une méthode qui s'appelle l'approche par compétences. Celle-ci constitue une nouvelle manière de planifier l'enseignement et l'apprentissage d'un programme d'études afin de soutenir le développement de compétences. Elle vise à sortir du cadre que l'on connaît tous, qui est leçon, exercice, contrôle, et ainsi de suite durant toute l'année. L'APC permet de rendre plus agréables les cours. L'évaluation formative fait partie intégrante du processus d'APC. Elle permet à l'élève de connaître son niveau et de la charge de travail qu'il doit fournir en vue du contrôle sommatif. Le professeur peut savoir quand la classe est prête pour passer à l'évaluation finale. Pour les élèves, de savoir que le professeur connaît leur niveau et que l'évaluation aura lieu au moment adéquat, ça leur enlève une certaine pression et du stress. L'élève assimile que l'erreur n'est pas égale à une faute. Voici plusieurs exemples qui peuvent être mis en place dans le cadre de l'approche par compétences. On peut prendre noter le projet, l'exposé, la problématique, recherche personnelle ou le tutorat où un élève explique quelque chose qu'il a compris à un élève qui n'a pas compris, où le cas peut se faire le plus possible dans les deux sens pour que tous les élèves puissent passer tuteur. Et bien sûr également, l'évaluation formative fait partie intégrante du projet de l'APC. Après, il y a le développement de compétences. Il y a plusieurs niveaux de compétences qu'on peut acquérir. Par exemple, nous savons tous courir. Cependant, certaines personnes courent mieux que d'autres. Comme par exemple, on peut noter que Usain Bolt court bien mieux que cette personne qui est à côté de lui, qui elle est une personne lambda qui fait son jogging comme monsieur et madame tout le monde. Donc, il y a plusieurs paliers. Ces paliers, on peut le noter dans cet escalier. Si on prend par exemple l'exemple d'une imprimante 3D, on peut savoir l'exécuter, mais un programme tout bête, mais qu'on ne comprend pas. Mais on peut ensuite comprendre ce programme, pour ensuite savoir appliquer ce programme à différentes situations, savoir l'adapter selon la pièce, et ensuite, finalement, innover un nouveau programme pour une nouvelle pièce. Pour finir, nous avons la partie évaluation. L'évaluation est l'appréciation systématique de la conception, de la mise en œuvre ou des résultats d'une initiative pour des fins d'apprentissage ou de prise de décision. Cette définition nous est donnée par le site évaluationcanada.ca. Nous notons trois types d'évaluation. La première, la prédictive. Elle se déroule au début d'un cursus ou d'un cycle. C'est une mise au point pour juger le niveau général d'une classe. Elle permet au professeur d'adapter son cours rapidement. Ensuite, nous avons l'évaluation formative. Elle se déroule uniquement durant la période d'apprentissage. Comme l'évaluation prédictive, elle est à titre indicatif. Elle permet à l'élève de connaître ses points faibles et de travailler en vue de l'évaluation sommative. Le prof peut constater les progrès et les faiblesses de chacun tout au long de l'apprentissage et d'adapter son cours et les points sur lesquels il faut plus insister. De plus, le point fort de l'évaluation formative est que les élèves sont plus impliqués car ils sont dans la démarche du professeur. Pour finir, nous avons l'évaluation sommative, qui est l'évaluation classique indispensable pour départager les élèves.
Elle permet de fixer une référence. On peut noter par exemple le contrôle continu, comme au collège ou au lycée, ou encore dans le cadre d'un diplôme, comme le baccalauréat ou un BTS. À présent, nous passons à l'évaluation d'une compétence. Ici, on parle bien de compétences et non de connaissances, comme dans une épreuve scolaire classique. Il y a plusieurs choses à respecter dans le cadre de l'évaluation d'une compétence, comme par exemple les référentiels donnés par l'Éducation nationale. Il est important de suivre les directives pour ne pas sortir des sentiers battus. On évalue une compétence seulement si on veut valider une progression ou tirer un bilan. La compétence est avant tout situationnelle. Les deux sont fortement liés et difficilement dissociables. Dans le cadre d'un cursus, une évaluation est forcément formative. Pas de sommatif possible. Une évaluation des compétences, mais dans tous les cas, un expert qui observe un novice. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivie.